Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. On va s'intéresser ce matin à une passion française, celle de la généalogie. Sa pratique a connu un engouement plutôt spectaculaire pendant le premier confinement et peut-être celui aussi qui vient de commencer. On en parle avec nos invités juste après le générique. Les archives en ligne, les réseaux sociaux ou encore les tests ADN facilitent de plus en plus la recherche de nos ancêtres. 10 millions de personnes pratiqueraient la généalogie en France en faisant de ce loisir l'un des plus populaires après le bricolage et le jardinage. Peut-être comptez-vous vous y mettre durant cette nouvelle période de confinement. Qui sont ces passionnés? Comment procèdent-ils? À quoi répond ce besoin de remonter le cours de leur histoire familiale? Quelles sont les règles juridiques à suivre en la matière? Généalogie vers une quête de nos origines, c'est le thème de notre émission ce matin. Et pour en parler, j'accueille 4 invités. Sylvie Dussault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-responsable du site Généalogie 23, un site gratuit qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, qui est basé en Creuse. Romain Legendre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint des archives de la Haute-Vienne, où les recherches généalogiques ont bondi ces derniers mois. Vous nous expliquerez ça. Philippe Augrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Bellac. Merci d'être avec nous. Vous nous apporterez un éclairage juridique sur cette question. Enfin, en direct de Paris, par Skype, nous retrouvons Christophe Becker qui est avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur du site Généanet, qui est leader français du secteur avec plus d'1 300 000 arbres généalogiques. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à notre invitation. Alors Sylvie Dussault, je me tourne vers vous. La passion pour la généalogie, c'est venu quand et c'est venu comment pour vous? Moi, c'est venu assez tôt en fait. Ça a commencé à l'adolescence. Parce que en fait, j'ai été privée de mes grands-parents. J'ai connu mes grands-parents, j'avais 18 ans. Je pense que ça vient de là. Je n'avais pas, il me manquait des repères dans ma vie. J'avais besoin de savoir d'où je venais pour me construire, pour mon équilibre, tout simplement. Et donc, comment on commence parce qu'à cette époque-là, il n'y avait peut-être pas tout à fait les mêmes outils qu'aujourd'hui. Tout à fait. Il n'y avait pas Internet. J'étais encore mineure. J'ai commencé en fait à interroger ma famille. Donc ma famille maternelle, avoir des dates de naissance, déjà construire un semblant d'arbre généalogique. Et dès que j'ai pu, je me suis rendue aux archives départementales, donc à Guéret. Voilà. Alors, archives départementales, transition facile. Romain Legendre, vous êtes donc le directeur adjoint des archives de la Haute-Vienne. Vous avez constaté depuis le début de la pandémie un effet confinement ? Oui, tout à fait. On a vu dans les statistiques de notre site internet au printemps dernier que la fréquentation augmentait significativement, de l'ordre de 30 à 40%. Et sur l'année 2020, on a enregistré 137 000 visiteurs uniques contre les précédentes années, 100 000 à 110 000 visiteurs uniques. Donc il y a eu un véritable engouement pour la généalogie au cours de l'année 2020. Engouement que vous comprenez très bien, puisque vous-même, vous êtes venu par ce biais aux archives, oui, en fait. C'est vrai, oui. Voilà. Parmi les gens qui travaillent aux archives, les archivistes, certains se passionnent pour la généalogie, et c'est ce goût pour la généalogie et l'histoire qui les amène à être archivistes. Alors, Christophe Becker, je me tourne vers vous à Paris. Quand on dit que la recherche généalogique, c'est une passion française, est-ce que vous confirmez, est-ce que vous avez une explication sur ça ? Alors, je confirme absolument, c'est une passion depuis de nombreuses années qui correspond au niveau de sa pratique sur Internet avec le développement du haut débit qui a permis en particulier de pouvoir plus facilement avoir accès à toutes les images qui ont été numérisées par les archives départementales. Aujourd'hui, toutes les archives départementales de France ont numérisé au moins l'état civil, pour un grand nombre également les registres paroissiaux, c'est-à-dire avant la Révolution, et sont accessibles en ligne gratuitement. Et on peut les consulter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit par l'intermédiaire de son ordinateur. Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, la généalogie, c'était des forums, des salons, des rencontres. Vous, sur votre site Généanet, vous-même, vous avez constaté un bond aussi des demandes et des consultations ? Oui, complètement. Au mois d'avril dernier, on a connu un bond de plus 80% sur la consultation sur le site, et à peu près du même nombre pour les gens qui sont venus partager leurs recherches en ligne, pour partager leurs arbres, pour pouvoir les partager avec le plus grand nombre et que chacun puisse bénéficier de leurs recherches. Parce que c'est le principe sur Généanet, c'est que chacun va enrichir et s'enrichir des recherches qui ont été faites par les uns et par les autres pour être vraiment dans un travail collaboratif et contributif.
Alors, Philippe Augrel, pour l'instant, on parle de généalogie familiale, mais vous m'avez bien expliqué en préparant cette émission qu'il y a un autre type de généalogie qui vous concerne plus, vous. Alors, qui est quasiment la seule qui nous concerne, nous, en tant que notaire, c'est la généalogie successorale, où là, l'objectif est de trouver les personnes au plus proches, non pas dans un but de connaissance et d'approfondissement de son histoire, mais pour transmettre du patrimoine. Quand on a un défunt sans héritier, il faut trouver les héritiers au plus proche, ce qui oblige à remonter un petit peu dans le passé pour revenir au plus près. Donc l'objectif là, ce n'était pas d'aller au plus loin dans le passé, c'est d'être au plus près du présent. Donc ce sont vraiment deux généalogies très très différentes. Et donc vous faites appel, vous, à des généalogistes qui sont des professionnels en fait. Ce sont des professionnels qui obéissent à un régime juridique spécifique, extrêmement encadré, et on les mandate, quand on ne connaît pas un héritier, on fait appel à un généalogiste dont la mission va être de trouver des héritiers, les héritiers, et de bien analyser, qu'on n'en oublie pas en route, qu'on n'oublie pas une branche, de manière à organiser la dévolution de ce patrimoine à ses héritiers. Alors pour être le plus pédagogue possible pour nos téléspectateurs, par exemple, on est contacté par un généalogiste qui nous dit, voilà, vous êtes l'héritier, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Alors déjà, il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est la première, n'ayez pas peur. Ça, c'est la première étape. Le généalogiste, il y a quelques maisons, elles sont connues. Si on a des doutes, on va avoir son notaire qui va pouvoir expliquer les choses. Le généalogiste va vous contacter en disant, voilà, je vous informe, vous êtes héritier, je ne vous dis pas de qui, je ne vous dis pas de quoi, je ne vous dis pas comment, simplement, vous êtes héritier. Si vous voulez, le généalogiste propose un contrat de révélation dans lequel la personne, l'héritier, va s'engager à reverser une partie de son héritage à ce généalogiste en contrepartie de la révélation de la succession. Alors, ça fait assez peur. Ça fait assez peur parce que souvent il y a des dettes, c'est ça. Les gens ont naturellement assez peur. Alors, le généalogiste, avant de venir vous contacter, il a quand même fait le devoir, il a travaillé, savoir s'il y avait assez d'actifs ou pas. Il a fait ça avec le notaire en amont. Et si jamais il y a des dettes qui interviennent, le généalogiste en fera son affaire. En clair, vous recevez un contrat de révélation, une proposition. Vous ne risquez rien, si ce n'est de la déception, parce que ce n'est peut-être pas l'oncle d'Amérique que tout le monde attend. Voilà. Alors Sylvie Dussault, vous avez aussi un site internet, je le disais tout à l'heure, qui s'appelle Généalogie 23. Ça a été la suite logique pour vous de cette passion qui vous a occupé et qui vous occupe toujours d'ailleurs. Tout à fait, oui. Il faut dire qu'il y a une vingtaine d'années, je faisais quelques recherches, je faisais de l'entraide en fait, aux archives départementales de la Creuse. Et donc, je cherchais un acte, 2 actes pour certaines personnes. Et puis, spontanément, il y a des personnes qui m'ont dit « Tiens, mais j'aimerais bien dépouiller tout le registre, ou même des fois toute une commune. » Donc, d'un acte, je suis passée à un registre entier. Ensuite, ce travail, ce dépouillement, on en fait quoi? On le met donc, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on l'a mis en ligne. Donc, le site Généalogie 23, c'est donc Gérard Gardette qui l'a donc créé. C'est lui la tête informatique, donc c'est lui vraiment qui connaît bien ce domaine-là. Et donc, nous sommes 3 à le gérer. Il y a David Ramet également. Voilà. Et vous avez beaucoup de participants, de membres qui viennent tout à fait. consulter. Nous avons 4200 inscrits, donc c'est pas mal, et environ 150 lecteurs par jour. Et actuellement, pour les personnes qui dépouillent, nous avons 160 dépouilleurs donc de listés, en tout cas dans le site, sur le site donc Généalogie 23. Est-ce que ça veut dire qu'on crée aussi des liens avec des gens qui sont très loin, mais qui ont des origines communes, en Creuse par exemple? Alors nous, notre site, c'est plus un site de dépouillement, donc c'est pas un site où les gens vont se rencontrer. Pour cela, il y a un Gène Creuse donc, qui est animé par Pierre-Valéry Archassal sur Facebook, et ainsi qu'une liste également Framaliste qui est animée par Alain Lardillet. Là, vraiment, c'est de l'entraide, tout à fait. Alors, Romain Legendre, pourquoi est-ce qu'on peut dire que la France est un terrain rêvé un peu pour les généalogistes? C'est parce qu'il y a une masse d'informations qui est conséquente? Oui, on a la chance d'avoir un état civil qui a été mis en place à partir du XVIe siècle. Les premiers registres de baptême, en fait, ils ont été instaurés par l'ordonnance de Villers-Cotterêts à l'époque de François Ier. Ordonnance de Villers-Cotterêts qui, rappelons-le, consacre aussi l'usage du français comme langue dans les documents officiels. Et cette obligation de tenir des registres de baptême par les curés a été étendue ensuite au mariage et aux sépultures. Et petit à petit, le droit s'est consolidé
Et il a été demandé au curé même de tenir les registres en 2 exemplaires, tellement ils étaient précieux et on ne pouvait pas se permettre de perdre le seul original. Donc ça veut dire que quand on cherche, on peut remonter en général jusqu'à cette période-là ? On peut remonter en général jusqu'à la fin du XVIe siècle sans trop de difficultés. En Haute-Vienne, les plus anciens registres paroissiaux que l'on conserve datent des années 1550. Pour certaines paroisses de Limoges, pour également Chalut ou Blon. Certains villages aussi ont la chance d'avoir des registres paroissiaux qui remontent assez loin dans le temps. On évoquait la numérisation, ça a été un travail énorme qui se poursuit d'ailleurs, je suppose. Oui, ça a été un travail énorme. D'abord, c'était le microfilmage avant que l'on passe à la numérisation. Ensuite, on a numérisé ces microfilms pour les mettre en ligne sur notre site internet. Et ensuite, on a continué à numériser à partir des documents originaux. Est-ce que quand on se lance dans des recherches comme ça, on s'intéresse aussi forcément à l'histoire locale et ça peut ouvrir un peu le champ. Oui. D'abord, on essaie de reconstituer un arbre généalogique, de mettre des noms, des dates de naissance, des dates de décès, des dates de mariage. Et puis, après, on essaie de mettre un petit peu d'épaisseur dans son arbre généalogique. Des professions, par exemple. Des professions, un parcours militaire, par exemple, pour un soldat qui a été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale ou qui a été embarqué dans la grande aventure napoléonienne, par exemple. On peut essayer aussi de mettre de l'épaisseur à travers des archives sur le quotidien des familles. Et à ce titre-là, les archives notariales sont extrêmement riches. C'est une mine inépuisable pour la connaissance du quotidien de nos ancêtres. Alors cette question de la quête des origines, c'est celle que se pose depuis 20 ans. Une habitante de l'Alsace dont nous allons découvrir l'histoire ensemble. Après de nombreuses recherches, elle a pu retrouver son père biologique et cela a été possible via un test ADN d'un site internet étranger car la démarche est interdite en France. Avant d'en parler ensemble, on va voir ce reportage qui a été tourné en janvier dernier par nos confrères de France 3 Alsace, Olivier Stéphan et Thierry Sitter. S'il y a bien une chose qui a turlupiné Morgan Spengler depuis sa jeunesse, c'est la couleur de ses yeux. Bleu-vert. Contrairement au reste de sa famille qui les a sombres. Et ça l'a turlupiné. Quand on ne sait pas, du coup, on part dans des choses improbables, genre peut-être j'étais même pas la fille de ma mère. peut-être quelque chose d'autre, peut-être adoptée. Enfin là, du coup, on part des fois dans des petits... Et là, c'était juste que vous n'étiez pas la fille de votre père. Voilà, c'est ça, juste ça. Énorme déjà. Sa mère l'avoue lorsque Morgan a 24 ans, mais lui donne des informations pas fiables. Un mauvais prénom, Claude, une mauvaise profession, pianiste. Mais ça a tout changé dans ma vie quand même, parce que je suis partie à la recherche d'un Claude Etel et après je suis devenue chanteuse. La réponse est finalement apportée par les sites étrangers de généalogie par test ADN, une méthode uniquement autorisée en France pour les recherches médicales et de police-justice. Le 25 septembre dernier, Morgan est informé qu'à un profil correspond père. Du coup, on se dit, ça fait... J'étais abasourdie, je pleurais, je riais, j'étais chamboulée. Voilà. Rendez-vous est aussitôt pris. L'homme habite en Savoie. C'est un coup de foudre familial qui désormais se prolonge par Skype. Coucou Jacques. Ça va? Voilà Jacques, 80 ans, lui aussi chamboulé. C'est phénoménal, c'est grandiose. La surprise, c'est quand j'ai reçu le courrier et il y a marqué « fille ». Oh, punaise. Mais une fille aussi belle et aussi gentille, là, je suis heureux de l'avoir rencontrée. Je l'aime plus que moi-même. Et pour la petite histoire, oui, Jacques, lui aussi, a les yeux bleus. Alors, on va retrouver Christophe Becker en direct de Paris par Skype. Alors, vous réclamez que ces tests soient légaux en France, puisqu'ils ne le sont pas actuellement. Pour quelles raisons ?
Alors aujourd'hui, ils sont interdits parce que la loi n'avait pas prévu que ces tests puissent devenir grand public. Et aujourd'hui, vous êtes passible d'une amende de 3 750 € si vous réalisez ce type de test. Et pourtant, des centaines de milliers de Français font ces tests tous les ans dans un certain nombre de sites anglo-saxons pour la plupart ou israéliens, alors que c'est totalement interdit en France. Nous, on demande que ça soit autorisé, mais que ça soit également encadré. On a en France la CNIL, on a au niveau européen la RGPD qui protège les informations, qui protège les droits des individus, et ça permettrait d'avoir accès à ces outils, parce que c'est avant tout un outil, on va pas faire demain sa généalogie grâce au test ADN, à part quelques exceptions comme celui qu'on vient de voir dans votre reportage, mais néanmoins ça peut aider à retrouver des pistes. Quand on est bloqué sur une branche parce qu'on a une fille mère, et ben on peut parfois réussir à passer outre et retrouver des nouvelles informations pour pouvoir avancer dans cette branche qui est bloquée. Est-ce qu'il n'y a pas, parce que là on a vu une histoire qui se passe bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de déterrer parfois des secrets de famille ou des choses douloureuses par exemple ? Alors, il y a absolument un risque de déterrer des secrets de famille, mais déjà par l'état civil, on peut déterrer des secrets de famille. Lorsqu'on consulte aujourd'hui les registres d'état civil, on peut trouver des mentions marginales parfois qui vont révéler que l'enfant a été adopté, qu'il a été reconnu après le mariage. Et de toute façon, je pense qu'il n'est pas bon de vivre avec des secrets de famille, puisque les enfants qui sont sous cette contrainte de secret de famille sentent qu'il y a quelque chose dans la famille qui n'est pas dit. Et régulièrement, on a des témoignages de gens qui sont totalement libérés parce qu'ils ont enfin su quelle était la vérité sur leur histoire familiale. Mais dans la très grande majorité des cas, ces tests ADN vous donneront que des contacts avec des cousins plus ou moins éloignés, et c'est ça qui intéresse les généalogistes aujourd'hui. Philippe Pogrel, si on fait un petit point légal, aujourd'hui en France, qui peut ordonner un test ADN ? Le juge. Le juge. Le juge, tout simplement, dans le cadre d'une demande de reconnaissance de paternité, le juge peut ordonner un test ADN pour confirmer la relation filiale entre généralement un père et un enfant, et ça s'arrête là, sachant qu'on ne peut pas contraindre non plus, la personne peut refuser ce test, alors, ça risque de jouer contre elle. Oui. Vraisemblablement, si elle refuse le test, on peut estimer quelque chose à cacher. Il y a un doute, oui. Il y a un doute. Mais seul le juge peut autoriser aujourd'hui une démarche ADN, alors sauf un acte volontaire entre deux personnes, mais sa valeur juridique ne sera que si elle intervient par le biais judiciaire. Et ça veut dire que c'est une façon aussi de garantir un droit à l'oubli. On pense aux gens qui accouchent sous X, par exemple, aux femmes. C'est beaucoup de débats sur le droit d'accoucher sous X et le droit de conserver cet anonymat et donc de priver un enfant du droit lui-même à avoir sa propre filiation. Il y a deux droits qui s'entrechoquent. Le sens de l'histoire est sans doute, à tort, à raison, que ça aille vers le droit de l'enfant à connaître ses origines. Sylvie Dussault, est-ce qu'il y a des gens de votre association qui ont fait ces tests ? Vous-même peut-être l'avez fait ou pas ? Non, moi je ne l'ai pas fait, je ne suis pas pour, je ne suis pas favorable. J'ai peur qu'il y ait une dérive, j'ai peur en fait que de confier son ADN à une société américaine, que ça puisse faire... après ils vont en faire ce qu'ils veulent, enfin on ne sait pas ce que ça va devenir, donc pour moi c'est dangereux. Ma crainte aussi c'est que les futures générations fassent leur généalogie de cette façon. Bon, M. Becker a l'air de dire que c'est pas une manière de faire, mais on peut pas savoir. Effectivement, c'est un raccourci. Pour moi, c'est vraiment un raccourci. Et ce serait dommage, ce serait privé de gratter dans les vieux papiers. Faire sa généalogie, pour moi, c'est vraiment gratter dans les vieux papiers. Et c'est pas faire un test ADN. On prend un peu de salive et non, pour moi, c'est pas ça. Mais bon. Alors, on approche de la fin de cette émission. On va essayer de se poser la question du sens de tout ça. Romain Legendre, en préparant, vous m'avez dit, les archives, ça ne dit pas tout. Hein. On ne peut pas tout trouver dans les archives. Oui, c'est sûr. Les archives, ça ne dit pas tout. Ça dit quand un individu a eu affaire à l'administration, à l'autorité publique. Et donc forcément, on ne va pas tout retrouver dans les documents d'archives. Il ne faut pas trop espérer, en fait, peut-être. Il ne faut pas trop espérer, mais des fois, on peut aussi avoir des surprises. Et certaines personnes n'ont pas forcément raconté leur jeunesse. Et on peut découvrir dans des documents d'archives, dans des dossiers d'archives, certains éléments qu'ils n'ont pas dit. Sylvie Dussault, vous, personnellement, ça vous a apporté quoi ? Et peut-être, avez-vous des exemples de personnes que vous avez aidées, à qui ça a apporté quelque chose ?
Oui, tout à fait. Je pense notamment à une dame sur Felletin qui donc avait une aïeule qui était donc de l'assistance publique. Donc elle avait vraiment une quête, une demande sur cette personne, arrivée donc à 70-80 ans. Donc je lui ai fait cette recherche donc, aux archives de Paris. J'ai retrouvé donc le dossier aux archives de Paris. Et en fait, dans ce dossier, non seulement on avait le nom du père, et en plus on avait la date de naissance de la mère. Donc voilà, on a pu du coup remonter sa généalogie. Et quand je lui ai remis le dossier de son aïeul, j'ai vu son émotion. Voilà, vraiment, c'était très. Il y a eu un apaisement intense. pour elle. Oui, j'espère. Christophe Becker, on vit une période troublée, pour le moins, et assez inédite. Est-ce que les adeptes de la généalogie, selon vous, ils cherchent à redonner un sens un peu à leur existence? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Je ne sais pas si on peut généraliser en disant qu'on cherche à donner un sens à son existence. Je crois, comme le disait Madame à l'instant, qu'il y a beaucoup d'émotions quand on fait de la généalogie. Et il faut continuer également à aller dans les archives départementales pour aller consulter ces vieux grimoires, parce que c'est toujours très émouvant d'ouvrir un registre et de se dire que notre arrière-arrière-grand-père et notre arrière-arrière-grand-mère a été assigné à cet endroit-là, a touché ce papier qu'on a là en face de nous. Donc je pense que c'est surtout une très belle histoire. Pour certains, ça va répondre à une quête d'identité. Pour d'autres, c'est une passion qui va permettre de découvrir la petite histoire de nos ancêtres qui a fait la grande histoire de France. Est-ce que vous avez constaté, vous, dans vos pratiquants, parce que ça a été longtemps un loisir pour des gens qui ont du temps, pour des gens peut-être un peu âgés, il y a un rajeunissement aujourd'hui ou pas? Oui, complètement. Et ça, l'outil Internet y a beaucoup aidé, puisque c'est un loisir qui est très chronophage. Et quand on commence, c'est une vraie enquête policière. Donc, quand on démarre, on a envie d'aller jusqu'au bout et puis on rebondit de branche en branche. Et les passionnés de généalogie vont en faire quasiment leur passion unique, vont passer tout leur temps dessus. Et grâce à Internet, des plus jeunes se sont mis à faire des recherches, ont tapé un jour leur nom dans un moteur de recherche, ont vu qu'il y avait des choses qui correspondaient à leur famille. Et là, de branche en branche, de fil en aiguille, ils se sont passionnés également. Donc oui, effectivement, on assiste à un rajeunissement depuis un certain nombre d'années. Philippe Augrel, vous qui êtes au quotidien aux côtés de famille, aux histoires de famille, quel regard vous portez sur cet intérêt pour les origines? Il est compliqué ce regard. Il est compliqué. Ça pose beaucoup de questions assez vertigineuses. Ouais. Ça pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'on se... C'est pas mes mots, mais je les emprunte. Pourquoi est-ce qu'on passe plus de temps à regarder derrière qu'à regarder devant? Est-ce que c'est pas un problème bizarre quand même, quelque part? C'est une interrogation. Moi, au quotidien, c'est un besoin immédiat de connaître les héritiers, de transmettre quelque chose, de concret, de factuel de quelque chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas un défaut de projection dans l'avenir? Question en suspens. Romain Legendre, pour vous, le travail qui a été fait par les Mormons a été particulièrement important sur l'histoire de la généalogie et sur la matière qui fait aujourd'hui la richesse de cette recherche? Oui, alors ils ont aidé au microfilmage donc des registres paroissiaux et d'état civil à partir de 1960. C'est vrai qu'ils ont lancé, finalement impulsé ce travail de sauvegarde des documents d'archives les plus précieux. Et travail que l'on poursuit aujourd'hui aux archives départementales avec ces opérations de numérisation qui ont un double intérêt, puisque le premier intérêt, c'est de ne plus manipuler les originaux, donc de ne plus les dégrader. Les détériorer, oui. Parce que le premier facteur de dégradation, finalement, c'est la manipulation. Et puis l'autre grand intérêt, c'est de rendre accessibles ces archives partout en France, partout dans le monde, et à toute heure du jour et de la nuit, comme le disait Christophe Becker. Y compris quand on est confiné. Oui. Sylvie Dussault, si vous aviez un conseil à donner à des gens qui sont nombreux, paraît-il, en ce moment, à se dire, tiens, je vais peut-être me lancer, des conseils, c'est d'abord consulter sa famille, finalement, c'est ça? Fait. Interroger, oui, sa famille, les anciens, même éventuellement les enregistrer, conserver les livrets de famille, mettre le nom au dos des photos, parce que bon, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne saura plus qui est dessus. Oui, bien sûr, c'est important. Interroger sa famille. Christophe Becker, dernière question pour vous aussi, pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans des recherches généalogiques aujourd'hui, quel est votre conseil?
Et moi, j'aurais exactement le même conseil que Sylvie Dussault, c'est de ne pas se précipiter sur Internet, parce qu'il va falloir d'abord, lorsque vous commencez votre généalogie, passer la barrière des 100 ans, c'est-à-dire qu'il va falloir aller au-delà des gens contemporains. Donc vous allez interroger vos parents, vos grands-parents s'ils sont encore de ce monde, et vos grands-parents, ils ont eu également des grands-parents qui pour vous sont des arrière-arrière-grands-parents. Donc tout de suite, vous allez gagner beaucoup de temps, beaucoup d'informations, et puis également, oui, relever les noms sur les photos, parce que sinon, quelques années plus tard, on se retrouve avec des albums de photos un peu jaunis ou en noir et blanc. Et malheureusement, on ne sait pas toujours qui sont les gens qui figurent sur ces photos à côté de nos aïeux. Est-ce que le fait que votre site soit en grande partie gratuit, c'est une valeur qui est importante pour les passionnés, la collaboration, la gratuité, c'est quelque chose qu'il faut conserver ? L'entraide est quelque chose de très important. Et si je prends le cas justement du Limousin, on a fait un très beau projet en collaboration avec les archives départementales. On a fait l'arbre collaboratif de tous les disparus d'Oradour-sur-Glane. Et on a pu remonter sur 5-6 générations pour chaque personne ayant disparu, ou même pour les survivants d'Oradour-sur-Glane. Et aujourd'hui, on a un arbre de plus de 40 000 personnes où on s'aperçoit en fait que tous ces gens avaient un lien familial dans leur très grande majorité. Intéressant. Dernière question pour vous, Romain Legendre. Vous avez collecté un certain nombre de choses durant le premier confinement aux archives. Ce sera le passé de nos futurs enfants, petits-enfants. Est-ce que ça se poursuit, cette collecte ? Oui, cette opération intitulée Mémoire de confinement, lancée au printemps dernier, se poursuit. On a recueilli une vingtaine de contributions de personnes de tous âges, puisque la plus jeune contributrice a 10 ans et les plus âgés, ce sont en fait des gens qui résident dans un EHPAD à Ambazac. Et raconter leur confinement. Voilà, en fait, et raconter leur confinement à travers des photos, les activités mises en place. Et on serait très heureux d'enrichir cette collecte, ce fonds qui sera très précieux, je pense, pour les historiens dans 50 ou 100 ans. Eh bien, l'appel est lancé. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission qui s'achève. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur notre site internet tout de suite. C'est le Flash Info de midi en Nouvelle-Aquitaine. Puis vous retrouverez Francis Letellier à Paris. Notre émission Dimanche en politique en Limousin s'arrête durant au moins un mois en raison du confinement. Mais nous espérons vous retrouver le plus vite possible sur cette antenne, évidemment. Je vous dis donc à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.